Ali Abdelrahman Agar, bonsoir. Bonsoir, M. Yacine. Merci d'avoir accepté de venir dans Sans filtre, l'émission où toutes les questions sont permises de poser sans tabou. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On va très rapidement commencer avec vous. Avant d'entrer dans les détails des questions et tout, on aimerait que vous nous faites un peu un bref résumé de votre parcours. Vous n'êtes plus à présenter, c'est vrai, mais il y a la nouvelle génération qui veut savoir par où est-ce que vous êtes passé, parce que vous êtes un modèle pour beaucoup de gens. Par où est-ce que vous êtes passé pour arriver où vous êtes aujourd'hui? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à vous suivre. J'aime la compétence, j'aime les gens brillants et vous en faites franchement partie. C'est pas pour vous gonfler la tête. J'ai 66 ans, je suis déjà à la retraite. J'ai eu un parcours comme tous les Tchadiens des années de l'indépendance. École primaire publique, école secondaire publique, bourse d'État. J'ai été contractuel au lycée Félix Éboué, parce que pour avoir une bourse, il faut aussi être contractuel. 10 ans d'études en Union soviétique, doctorat, retour au pays. Docteur en quoi? Doctorat en planification. Droit? Non, je suis un planificateur de l'économie nationale. Ok, planification. Voilà, et je m'intéresse plus précisément à la question de la sécurité alimentaire. Voilà. Après ça, je suis rentré, intégré à l'université par Tamer Dimi, qui était un chasseur de têtes. Il voulait des jeunes docteurs et donc il m'a attiré là-bas alors que je devais être au ministère du Plan. J'ai accepté d'aller parce que j'ai beaucoup de respect pour Tamer Dimi. Après, conférence nationale souveraine, Tchad non-violence avec Isidore Etassala, paix à son âme, Brigitte Topinati, tous ses amis. On a fondé Tchad non-violence, on a participé à la conférence nationale souveraine et j'ai eu à ce titre à représenter le Tchad non-violence au Conseil supérieur de transition. J'en étais le secrétaire général. Mais j'ai vu que bon, on ne devient pas administrateur parce qu'on le veut. J'ai passé un concours d'entrée à l'ENA en France. Je suis allé à l'ENA, j'ai fait mon parcours. Une fois rentré, le président m'a nommé conseiller aux relations internationales, ensuite secrétaire général à la présidence, ensuite administrateur provisoire de la zone sud avec beaucoup de déboires. Sur lequel un livre va sortir bientôt. Très bien. L'école de la vie. Et puis après, bon, j'ai renoué avec l'université. Et s'il y a un poste qui m'a le plus fait plaisir et qui continuerait à me faire toujours plaisir, c'est d'avoir été nommé recteur. Parce que toute ma vie, j'ai rêvé d'être recteur, comme tous les soldats rêvent d'être généraux. Voilà, et j'ai aidé comme j'ai pu le pays. Avec François Ndoubaïdi, on a créé HEC Tchad. Aujourd'hui, c'est une école qui a 22 ans, dont les diplômes sont accrédités par le CAMES, n'est-ce pas? HEC par Tchad, communément voilà, connu. Oui. J'écris beaucoup de livres, je continue toujours d'écrire. Des essais, des romans, mais surtout des réflexions comme ça à bâton rompu sur l'administration, sur le social, etc. J'aime aussi le foot. Je suis très curieux, j'aime la lecture. Voilà un peu, et je suis très attaché au Tchad parce que je pense sincèrement que j'aurais pu, comme beaucoup de gens de ma génération, rester en France tranquille. Mais on est rentré parce que bon, changeons le pays, ne changeons pas de pays. Changeons le pays, ne changeons pas de pays, c'est le mot que beaucoup de Tchadiens retiennent de vous. Et voilà, vous êtes promoteur d'une école que vous l'avez souligné, hein, vous êtes Tchad qui aujourd'hui a formé beaucoup de cadres. Dont l'actuel ministre des Affaires sociales. Très bien. Donc c'est vraiment un honneur. Aujourd'hui, comment se porte cette institution ECTCHAD, tout le complexe qui va avec? ECTCHAD est une école qui avance parce que là nous sommes à notre 22e année et à 22 ans on est déjà adulte. Même si on se marie, on a des enfants. Elle est pilotée par un pool d'enseignants, de vieux enseignants, mes amis de l'université de N'Djamena. Malgré ses occupations, Ndoubaïdi Samadingar François, qui est pratiquement le co-manager de l'école, veille au grain. Mais nous avons recruté nos produits, un gars comme Saleh Yassibaï, c'est un produit de ECTCHAD. Un gars comme Defalla, c'est un produit de ECTCHAD. Issa Ahmed, c'est un produit de ECTCHAD. Beaucoup d'enseignants ont été enseignés à ECTCHAD. Nous avons aussi un doyen qui fait partie donc des très très vieux doyens. Il est à la retraite et nous on l'a recruté. C'est le docteur Ngaoudande Ilro qui est un spécialiste des lettres modernes. Voilà. Maintenant on a aussi ouvert des filières en santé publique,
en pharmacie, en arabe et en français, c'est un peu ça notre force. Très bien. Vous êtes intellectuel. Intellectuel, moi j'ai envie de vous poser la question. Intellectuel libre ou bien intellectuel sous contrat? Je suis un intellectuel libre parce que c'est peut-être ça qui me cause beaucoup d'ennuis. J'essaie de dire ce que je pense, sans filtre, très sincèrement. Le président de la République actuelle le sait, le président Idriss Déby le sait, mes amis le savent. C'est vrai, je suis très réservé, mais quand il s'agit de penser, je le dis. Et lorsque je ne peux pas le dire à haute voix, je l'écris. C'est pourquoi je pense que c'est vrai, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de clivages, où il y a beaucoup de stigmatisation du fait du faciès, de la religion, de ceci, cela. Mais bon, je suis heureux de penser que j'ai gardé ma liberté parce que je viens d'une ville qui s'appelle Abéché, où le lycée d'Abéché a formé beaucoup de grévistes. Et ça reste. Et l'Union soviétique, c'est quand même le pays où on enseignait dès la première année le matérialisme dialectique, l'athéisme scientifique, et tout ça c'est resté. Je sais que lorsque il y a des questions de choix et de vie, je me prononce de la manière la plus directe. Bon, quelle est exactement votre position aujourd'hui? Est-ce que vous êtes de l'opposition, de la société civile ou bien du pouvoir? Je suis du pouvoir. Vous êtes du pouvoir. Je m'assume, je l'ai toujours été. Alors, quelle analyse vous faites aujourd'hui sur la gouvernance locale? La gouvernance locale doit être améliorée, Hyacinthe. Il faut l'améliorer. Sur ce terrain, je crois que les gens peuvent retrouver tous mes discours. Je suis contre la médiocrité. Et on ne peut pas avoir une bonne gouvernance dans la médiocrité de la gouvernance. Cette question, elle est là depuis 1990. Il faut arrêter de faire en sorte que le Tchad soit un pays exceptionnel. Nous ne sommes pas une exception. Pour avancer, pour avoir des résultats, pour avoir une croissance, il faut changer la gouvernance. Et c'est tout à l'intérêt du pouvoir, aussi bien de l'opposition, parce que écoutez, si vous améliorez la gouvernance, l'opposition va évoluer son discours sur d'autres thématiques. On passera au numérique, par exemple. Est-ce que vous dites que c'est un mauvais régime, sans trop de tout du coup? Je ne pense pas que ce soit un mauvais régime, parce que les mauvais régimes ont conduit à des grands génocides. Nous, on n'est pas encore là. Mais il faut améliorer la gouvernance. Vous avez dit que vous êtes un homme parfois un peu réservé. On va dire que c'est quand même un peu du silence. Est-ce que c'est un silence? Est-ce que c'est pas un silence de complicité? Quand parfois on a envie de vous écouter, mais vous ne parlez pas, peut-être peu. Ce n'est pas de la complicité parce que je travaille beaucoup aussi dans l'ombre. Et tout le monde sait que ce que je fais avec les églises, avec les mosquées, ce que nous faisons avec les associations de la société civile. Vous savez, si la parole est d'argent, le silence parfois est d'or. Et quelquefois en parlant, on peut aussi déraper. Nous connaissons beaucoup de sujets sur lesquels j'ai ma position. Allez, je sais que vous êtes intéressé sur ma position par rapport aux différentes crises politiques. Oui, bien sûr. L'arrestation de Masra, par exemple. Oui, on y reviendra. Il faut aller à ça. On y reviendra tout de suite. C'était de la précipitation, n'est-ce pas? On s'est précipité pour prendre un acte. Et il y a un terme chez moi qui... Quand une braise, il ne faut pas la prendre dans la paume de la main. On aurait pu gérer autrement cette question. De toutes les manières, le discours de Masra est connu, le discours d'autres hommes politiques sont connus. Il faut éviter de créer ce genre de situation. Est-ce que vous pensez que c'est un procès politique? Je ne le dirai pas, mais je pense sincèrement qu'on n'aurait pas dû l'arrêter pour ce genre de propos. On en a entendu des propos. Et vous savez, allez-y en Côte d'Ivoire, regardez ce qui s'est dit. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous demandez sa libération? Je demande à ce qu'on accélère sa libération. Il faut accélérer sa libération pour qu'on passe à d'autres sujets. Je pense même que le président de la République, Mohamed, dont j'ai été le conseiller pendant 3 ans sur un terrain très très sensible, la réconciliation et le dialogue, le président Mohamed que je connais n'a pas besoin de ça, très sincèrement. Il a besoin plutôt de se concentrer sur des sujets de développement, des routes, des stades. On a envie de gagner la CAN, des écoles. C'est ça dont le président Mohamed a besoin, franchement, pas et puis des compétitions politiques régulières. Quand on parle de Dr Ali Abderrahmane Agar, certains vous diront il a participé à tous ces pays, ça fait environ 30 ans qu'il sert les présidents au pouvoir, qu'il est toujours à leur côté comme conseiller, ça se raconte. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, le pays n'est pas détruit.
Je le dis avec beaucoup de fierté, parce qu'il y a des pays qui ont failli, qui sont détruits. Notre pays se porte mal, ça il ne faut pas se cacher, parce que ce serait même irrespectueux vis-à-vis de vous, jeunes, qui avez l'âge de mes enfants, de vous dire que le pays se porte bien. Moi, je ne suis pas un prétendant dans ce genre de discours. Le pays ne se porte pas bien, du fait justement de la question de la gouvernance. Mais on n'a jamais participé pour détruire un pays. Ça, je vous assure. Même mais est-ce que vous reprochez quelque chose quand même pour votre contribution dans ce gouvernement? Vous ne vous dites pas que vous auriez dû mieux faire? Moi, j'aurais plutôt aimé qu'un jour, des chercheurs comme tout ce que le Tchad va produire et produit, travaillent sur les fiches que j'ai écrites au chef de l'État. Vous savez, c'est pas facile de parler de soi-même, mais les chefs d'État que j'ai eu à travailler avec eux, le président Idriss sait que je ne lui ai jamais menti. Le président Mamad sait que je ne lui ai pas menti. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit lorsque j'ai présenté son livre? Les gens pensaient que c'est moi qui ai écrit ces livres. Ces livres, je l'ai vu la veille de sa présentation. Mais bon, ça passe parce que les réseaux sociaux, la dynamique de la liberté d'expression, il faut la respecter. Les gens pensent ce qu'ils veulent, mais la vérité est ailleurs. Donc, j'ai l'impression, très sincèrement et de manière très modeste, en tant qu'enseignant, en tant que conseiller du président de la République, en tant que secrétaire général de la présidence, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. Et maintenant, il faut se battre pour plus de justice, pour plus de transparence, pour plus de bonne gouvernance, pour plus de résultats sur des terrains où les gens nous attendent plus. Regardez, aujourd'hui, c'est la saison des pluies. On n'attend pas des discours, on attend des réalisations. Et quand je quitte chez moi et je vois les caniveaux éventrés, on enlève les détritus, ça c'est positif. Maintenant, il faut enlever les détritus pour que la pluie revenue ne fasse pas retomber ce qui a été arraché au caniveau à l'intérieur, etc. etc. C'est ça, Hyacinthe. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été quand même membre du MAEP africain. Je l'ai même présidé pendant 2 ans. J'ai visité 48 pays africains. Et je vous assure que lorsqu'on a fait tous ces voyages, les petites critiques, tu as détruit le pays, etc. Ça me... J'ai dit, d'ailleurs, Kamougué m'a dit quelque chose, paix à son âme, Ali. Il m'appelait petit frère, parce que je suis effectivement son petit frère, par alliance, parce que mon frère a participé avec lui au coup d'État de 75. Un jour, je me plaignais un peu des critiques. Il me dit, attends, chez nous au sud, on dit qu'il n'y a que les manguiers qui portent des mangues qui reçoivent la volée des pierres. Ça, je ne peux pas l'oublier. Alors, très bien. Vous avez affirmé dans une émission, sur une télé de nos confrères de la place, vous avez dit qu'il y a des ethnies qui échappent au châtiment, sûrement à la justice peut-être. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment une question d'ethnie? Cette question d'injustice. Ma langue est allée trop vite. Il y a des gens qui appartiennent à certaines ethnies qui échappent au châtiment, et c'est une vérité. J'ai beaucoup... moi, je suis quand même je suis le fils du chef traditionnel d'une de ces ethnies, qui porte la croix, malheureusement, comme vous le savez. Il y a des ethnies qui portent la croix. C'est comme ça. C'est sans filtre. Hein? C'est sans filtre. De 60 à 75, il y a une ethnie qui a porté la croix. Ok. Je vous assure. Et après, une autre ethnie? De 82 à 90, il y a une autre ethnie qui a porté la croix. De 90 à nos jours, il y a une troisième ethnie qui porte la croix. De X à une autre, je suis sûr que ça va revenir. C'est un phénomène qui est réel. Et pour éviter que les ethnies ne portent la croix, j'allais poser la question. Il faut mettre l'accent sur la justice. Les individus ne sont pas les représentants de leur ethnie. Les solidarités ethniques ne doivent pas se faire au détriment du vivre ensemble. Le vivre ensemble a permis la naissance des gens comme moi, parce que ma mère est du Wadaï. Et lorsque ce qui s'est passé à Molou s'est passé, je ne suis pas content. Parce qu'on ne peut pas ouvrir le feu, même si on a perdu un parent, à une place mortuaire. Ça n'existe pas, ça. Ceux qui ont perdu les leurs pensent que tous ceux qui appartiennent à cette ethnie sont comme ça. C'est pas vrai. N'est-ce pas? Donc, et là, c'est le travail de l'État. Je vous assure que lorsque l'État va se mettre à faire normalement son travail, lorsque les Tchadiens, tous sans exception, et après ce qui s'est passé à Molou, les fauteurs de troubles ont compris que lorsque l'État veut agir, l'État n'est pas le parent de quelqu'un. Donc, il faut que la dimension autorité de l'État
soit assise de sorte que Hyacinthe se sente Ali, Ali se sente Hyacinthe. Quand tu ne te reproches rien, de rien, tu n'as rien à te reprocher. Et il n'y a pas de raison que Ali qui a fait une connerie dans le quartier implique toute son ethnie. Ce n'est pas normal. C'est parce que l'État a disparu que les ethnies ont pris un peu de la dimension de protection, de ceci, cela, etc. etc. Très bien. Voilà. Alors vous avez aussi dit que le Tchad n'est pas un pays normal. Oui, pour vous, c'est quoi un pays normal pour vous? Un pays normal, c'est un pays où quand on vire à gauche, on clignote. Quand on vire à droite, on clignote. Quand il y a un accident, c'est le policier qui s'occupe de ça. Quand vous êtes assuré, c'est l'assurance qui paye. Quand vous commettez un crime ou que vous commettez un accident, vous ne fuyez pas. Moi, je connais un parent qui a disparu avec ses enfants parce qu'il y a un accident malheureux intervenu qui ne devait pas intervenir, etc. etc. Un État normal protège normalement. Et dans un État normal, quand le président au pouvoir meurt, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend aussi le pouvoir. J'ai dit mon point de vue sur la question. Je souhaite une longue vie à l'actuel président. Et je souhaite une longue vie également au mécanisme institutionnel qu'on a mis en place. Voilà. Et pourtant, vous avez, et pourtant, si c'est le cas, c'est pour ça que d'une certaine manière, peut-être les gens disent que vous êtes comptable, parce que vous parlez d'un pays anormal. Peut-être que d'une certaine manière, vous avez contribué à construire. Je suis comptable. Je ne suis pas de ceux qui se débinent. Je suis comptable. J'ai été quand même secrétaire général de la présidence. On ne peut pas être à ces niveaux et se débiner en faisant semblant d'être une sainte nitouche. Mais je continue à croire que même si le Tchad n'est pas un pays normal, nous n'avons pas atteint le seuil où on doit dire que certains ont détruit le pays, que d'autres vont le réparer. C'est peut-être mieux de penser à une conjugaison d'efforts. Je vous assure qu'il n'y a pas de rédempteurs. Parce qu'il y a des gens qui agissent comme s'ils sont des rédempteurs. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des anges. Et qui vont changer le pays avec une baguette magique. Les autres sont des diables. Non, il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'ange dans ce domaine. Très bien. Alors, suite à votre sortie, une page en ligne titre un article sur vous. Et l'article est titré « Dr Ali Abdelrahmane Agar, les demi-vérités d'un intellectuel en congé de lucidité ». C'est suite à votre sortie sur la chaîne de télévision de nos confrères. Votre réaction sur ce Ma réaction est simple. Moi, j'aime beaucoup j'aime la qualité intellectuelle et, en termes d'écriture de l'auteur de ce texte-là. Oui. Mais je crois que je suis encore très lucide parce qu'à 66 ans, on n'a pas d'Alzheimer, etc. Oui. Je m'exprime comme je peux. Et en s'exprimant, on peut ne pas satisfaire ceux qui attendent à ce que vous disiez telle chose, etc. Donc je respecte l'avis de cet intellectuel de haute facture, très sincèrement. Vous savez, on a des très bons cadres. On a des très bons Tchadiens, des gens qui réfléchissent bien. Et l'auteur de ce texte, son journal en ligne est l'un des journaux les plus consultés. C'est la preuve qu'il y a des choses qui se disent et c'est tant mieux. Mais je suis encore assez lucide et j'aimerais le dire à haute voix. Vous avez aussi j'aimerais même qu'on fasse un petit concours de lucidité peut-être. De lucidité, on verra qui est plus lucide. Allez, très bien. Vous avez aussi parlé de l'habillement des ministres. Ah oui, ça. Oui. Vous avez quel point avec l'habillement des ministres? Moi, vous êtes bien habillé. Vous me receviez avec, je ne sais pas moi, un safambara, je ne vais pas accepter. En venant, j'ai fait l'effort de chercher le meilleur habit qui soit, avec un bonnet qui me semble quand même assez chose. Donc un ministre ne représente pas sa propre personne. Un ministre, c'est quand même un ministre. Sur 20 millions de Tchadiens, il y a quand même 40 ministres. Ils doivent donner l'exemple aux jeunes, aux moins jeunes, etc. Pour avoir servi à un niveau où s'est décidé certaines choses, en 1997, David Odengar avec Feu Abdoulaye Lamana ont retrouvé un vieux texte de Tombalbaye sur les habits, la couleur, etc. etc. On ne peut pas, par exemple, étant ministre, venir en conseil des ministres avec un costume jaune. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas également porter un bonnet bleu arc-en-ciel, etc. Or, aujourd'hui,
j'ai l'impression que, bon, ce n'est pas tous les ministres, c'est 2, 3, 4, 5. C'est aussi dû au fait que le protocole doit aussi un peu faire son travail. Parce que vous êtes sans ignorer que l'être humain, quand il n'a pas de barrière, il a tendance à vouloir faire. Exactement. Voilà. Donc, si vous enlevez les panneaux de circulation, les gens ne vont pas s'arrêter. C'est un peu comme ça. La direction générale du protocole d'État, aux affaires étrangères, à la présidence, à la primature, doit se dire, ah, ça c'est du blé ciel. Ah, ça c'est un peu chatoyant, c'est pas ici qu'on le porte. Les marques visibles de religiosité. Il y a des gens qui viennent avec des chapelets, d'autres viennent avec des croix, etc. Ça ne se fait pas ça, parce qu'il y a une certaine discrétion dans la tenue qui est prévue dans ce texte-là. Si ce texte s'est perdu dans la nature, on peut le retrouver avec David, parce que David Odengard, c'est un vieil administrateur, il sait garder les choses. Quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, si Dr Ali Abdelrahman Aga s'exprime de cette manière, il veut revenir à la mangeoire, entre guillemets. Bah, je suis déjà dans la mangeoire depuis, je crois que... Vous y êtes encore? Ce n'est même pas une mangeoire. La mangeoire, sincèrement, si vous savez, ce sont des termes rébarbasifs qui sont devenus un peu dans le truc. À 66 ans, on donne son avis en toute sincérité, parce qu'on peut passer de l'autre côté ce soir ou demain, ou dans 10 ans, Dieu seul le sait. Et franchement, je ne le fais pas pour revenir à la mangeoire. Je le fais parce que je pense très sincèrement. Et je l'ai toujours dit, les gens ont peut-être la mémoire courte. Il suffit simplement de regarder toutes mes interventions. Je n'ai pas changé. Même si il n'y a que les imbéciles qui n'y changent pas. Sur le terrain de la construction d'un État normal, je n'ai pas changé. Moi, j'ai fait mes études, j'ai étudié, j'ai lu, je lis. Je ne peux pas comprendre que certaines choses se fassent sans réagir. Si je ne réagis pas, ce serait malhonnête, parce que quand même, j'appartiens à la mouvance présidentielle. Moi, je veux que Mohamed réussisse, ça je vous le dis en toute sincérité. J'ai voulu que Idriss Déby réussisse. Je veux que Mohamed réussisse. Mais qu'est-ce qui empêche vous avez voulu qu'il réussisse. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui font qu'il n'arrive pas à réussir, ou d'une certaine manière qu'il ne réussisse pas comme il devrait réussir? Vous savez, il y a des choses qui font que vous risquez de ne pas réussir parce que vous ne gérez pas tout, vous ne voyez pas tout. Hier, il y a eu un incendie à Barthélemy Boganda, un des grands lycées de Bangui, qui a fait des morts dans les candidats élèves. Hier, des gens ont perdu leur vie. Est-ce que le président professeur Touadéra, qui est un universitaire, est responsable de ça? Est-ce que le professeur Touadéra peut vérifier tous les câbles du lycée Boganda qui existent depuis 1960? Non. Le ministre de l'Éducation nationale, il a quelle responsabilité dans ça? Si c'est arrivé, il faut gérer et on prend ça sur soi. Beaucoup de choses, Hyacinthe, tu es un observateur très aguerri, beaucoup de choses vous arrivent sans que vous ne soyez responsable ni de près ni de loin. Vous devez les gérer, les assumer. Et quand les gens me disent « Ali, tu es comptable, X est comptable », j'assume. J'assume, avançons. En tant qu'enseignant, universitaire, promoteur d'une école, est-ce que après les résultats du bac qui sont rendus publics, quelle est votre analyse sur ces résultats-là? Le résultat du bac est l'expression du niveau actuel de nos enfants. C'est pourquoi en 2010 déjà je disais, si on ne fait pas attention, on risque d'importer des étrangers pour travailler à notre place. Et c'est encore une fois de plus une des raisons qui fait que on a le citoyen qu'on a parce qu'on a l'école qu'on a. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, bien sûr. L'état de l'école, elle reflète un peu l'attitude du citoyen. Et je sais que le ministre Tom a fait de son mieux. Et moi, c'est mon doyen, c'est quelqu'un qui m'a encadré, c'est mon coach. C'est lui qui m'a amené à l'université. Je serai à cette heure-ci au ministère du Plan, tranquille. Et je le remercie parce qu'il m'a ouvert la porte de quelque chose d'extraordinaire. Et je remercie Jérémy Graillot, le professeur, qui a fait un excellent travail, parce qu'il n'est pas question un examen, ce n'est pas un four où on met les briques et on les sort. Ceux qui sont admissibles sont admissibles, ceux qui sont admis sont admis. C'est vrai, le pourcentage est très bas, mais
J'espère que l'année prochaine... Chaque année, on enregistre beaucoup de bacheliers qui malheureusement, la majorité, bon, pas la majorité, je n'ai pas des statistiques, mais la plupart partent à l'extérieur pour continuer les études supérieures. Est-ce que vous qui étiez recteur, est-ce que cette situation était prévisible? Oui, vous êtes sans ignorer que la démographie est ce qu'elle est, le mouvement des populations, vous ne pouvez pas arrêter. Les gens ont tendance à croire que ce qui est dehors est intéressant. Les Camerounais viennent faire le bac au Tchad, c'est pas parce que le bac est facile, non, parce que le bac du Tchad compte. N'est-ce pas? Bon, maintenant, les jeunes Tchadiens vont à l'étranger. Moi, je vous assure que je fais partie de ceux qui arrivent à convaincre les enfants à étudier ici. J'ai un enfant qui fait la médecine en N'Djamena. Je lui ai dit, mon fils, tu vas à beau mentir qui vient de loin. Tu vas aller faire en Guinée la médecine, au Niger. C'est quoi la médecine? C'est des enseignants de médecine. C'est quoi les enseignants de médecine? C'est des enseignants qualifiés pour t'enseigner. Nous avons des professeurs agrégés en médecine. Votre doyen est un professeur agrégé, le professeur Fumsou. Au Niger, pour avoir été recteur, je connais le président de l'université là-bas, qui est aussi un grand médecin, Abibou. C'est le collègue de Fumsou. Ce dont on a besoin au Tchad, c'est tout simplement des laboratoires performants pour que les enfants puissent faire. Vous avez étudié en Algérie, vous connaissez ce que c'est. Voilà. Donc, mais nous avons actuellement une université de N'Djamena qui a une capacité de 50 000 bonhommes. On est passé de 3 000 à 50 000. Il faut un peu mettre de l'argent. Je demanderai un peu au ministre des Finances de lâcher un peu la tirelire pour qu'on répare un peu les amphis, tout ça, parce que franchement, ils sont dans un état assez déplorable. Mais je le dis en toute sincérité, malgré l'état déplorable de nos amphis, nous n'avons pas les derniers amphis de la Terre. Il suffit de faire un tour dans le monde et de se dire, on est exigeant parfois, mais nous ne sommes pas les derniers sur certains domaines. Très bien. On est en train de finir hein, cet entretien qui est très intéressant. Moi, avant de vous laisser partir, j'ai juste envie de vous poser la question. Pour avoir toute l'expérience que vous avez, que ce soit dans le milieu étudiantin, pour avoir servi aux côtés des chefs d'État, quelle est la projection que vous faites de l'avenir du Tchad dans les 5 prochaines années? Bah, dans les 5 prochaines années, je souhaite que le président Mohamed fasse de sa jeunesse un levier d'espérance. 60% de la population tchadienne a entre 15 et 25-30 ans. Ce sont des gens avec qui, d'ailleurs c'est ça que je disais souvent, les gens, quand le Premier ministre Masra a été désigné, on m'a dit, mais vous avez été un bon devin. Le président Mohamed, le docteur Masra Succès, docteur Max Kemkoy, qui a été un étudiant de Tchad, de la première promotion, il a été major de sa promotion. Donc quand les gens voient Max Kemkoy parler français, moi ça ne m'étonne pas parce que je l'ai eu. Il était un bon étudiant, aujourd'hui il a sa thèse et un bon magistrat en plus. Ce sont ceux-là qui feront le Tchad sur les 30 prochaines années. Ce n'est pas la peine de s'achalander des gens qui sont des has-been. La vie d'un has-been, d'un retraité, du point de vue de l'expérience, ok. Mais il faut construire quelque chose de solide et de dynamique en tenant compte de ce poids démographique des gens qui ont entre X, Y âge. Ça, c'est d'un. De deux, il faut se mettre dans l'optique que nous ne devons pas tout le temps être un pays à part, un pays d'exception, un pays anormal. N'est-ce pas? Le Tchad est un pays qui est respecté par rapport à un certain nombre de ces choses. Mais c'est un pays qui souffre par rapport à d'autres choses, du fait d'une image de pays arriérés, de pays où les gens ne respectent pas les femmes, des pays... Il y a même quelqu'un là qui a publié hier en disant que nous sommes un des pays les plus sales, c'est pas vrai. Ils ont cité le Népal, le Bangladesh, puis après ils ont mis le Tchad. On a même dit que nous sommes parmi les meilleurs ivrognes. Non, il faut s'arrêter pour voir un peu autrement la bouteille à moitié pleine et avancer. Et le président Mohamed a quand même 40 ans. Je demanderai aussi aux conseillers et à tous ceux qui travaillent actuellement avec le président d'adopter une attitude de vérité avec le président. Il n'est pas obligé à descendre tout le temps pour vérifier ce qui se fait.
un marché d'un caniveau de 2 mètres, il le vérifie, il trouve que c'est 50 cm. C'est pas normal. L'épaisseur d'une route de, je sais pas moi, combien de X centimètres, il découvre que c'est... C'est moins que ce qui est prévu. Donc, toutes ces choses-là, il faut le mettre de côté. Et puis, quand il y a des ministres qui travaillent bien, il faut les citer en exemple, les décorer à la fin de l'année. Aujourd'hui, il y a des ministres qui sont populaires. Qui sont populaires parce qu'ils disent ce que les gens veulent écouter, ce que les gens veulent entendre. Et on sent qu'ils font un travail. On peut ne pas être d'accord avec lui. Le ministre de l'aménagement du territoire est tout le temps sur le terrain. Le ministre de la Justice est tout le temps sur le terrain. Le ministre de la Sécurité est tout le temps sur le terrain. Le jeune ministre de la Communication, tu sens que c'est quelqu'un de brillant. C'est ça qu'il faut faire. Et franchement, quand les gens disent qu'on n'est pas content, il ne faut pas les voir comme des opposants. Parce qu'il y a une tendance dans nos pays africains en général, dès qu'il y a Saint ou Ali dit quelque chose, on ne voit pas le problème comme étant un avis émis pour changer les choses positivement. Non, 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 il est contre nous, etc. Donc, il faut arrêter avec ça et puis avancer, quoi. Très bien, merci. Merci, docteur Ali Abderrahmane Agar. Nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que Dieu donne encore beaucoup de force à des jeunes talents comme vous pour faire croire aux Tchadiens qu'on peut aussi au Tchad faire bien les choses. Vous les faites bien. Vous êtes bien formés. Dites merci à vos parents et aux enseignants. Vous faites un bon travail. Tout le monde aime votre émission. Moi, quand j'ai vu que vous avez même réussi à faire passer le secrétaire général du système des Nations Unies, le grand frère Maman Saleh, à Nadiv, j'ai compris que ce n'est pas une petite émission. Et lorsque un monsieur comme ça passe, et Dieu seul sait le nombre de gens talentueux que nous avons. Nous avons des ministres aujourd'hui à la retraite, des ministres encore actifs, etc., etc. L'actuel ministre des Affaires étrangères et tout ce monde là va venir ici. Et construisons quelque chose qui permet à notre pays vraiment de s'éterniser. Et sincèrement, j'ai envie de dire aux jeunes Tchadiens qui ne croient pas un peu trop parce qu'ils veulent partir, le Tchad Maya, enfin, on va vendre notre pays, on se partage là, etc. Un pays n'est jamais vendable. Parce qu'on ne peut pas vendre une mer. Est-ce que les gens comprennent qu'un pays c'est comme une mer? On ne peut pas vendre ça. Et comme on ne peut pas vendre ça, il vaut mieux la soigner. La soigner pour qu'elle soit présentable, aller nous chercher X et Y, et ainsi de suite. Ne changeons pas de pays, mais changeons le pays. Changeons le pays. Merci. Absolument. Merci, docteur Ali Abderrahmane Agar. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de reprendre nos questions. Merci, Hyacinthe.